Mesdames et messieurs, bienvenue et bonsoir dans ce nouvel épisode de Business Binav. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial parce que déjà, ça va être un épisode en français, ce qui n'est pas très évident, comme vous le savez tous. Et spécial aussi parce que grâce à votre campagne de soutien financier, Yassine est parti en vacances à Marrakech. Et voilà, la prochaine semaine, Inch'Allah, on va avoir une autre campagne pour moi et puis l'équipe derrière la caméra. On voudrait aussi aller à Marrakech. Donc, merci infiniment pour toutes les personnes qui supportent ce show depuis le début, l'année dernière. Comme vous le savez tous, on a commencé avec une saison 1 où l'on a parlé beaucoup plus, moi Yassine, des basics ou des bases du startupping, comment lancer une startup. On s'est intéressé à des sujets comme qu'est-ce qu'un minimum viable product, comment lever des fonds pour une startup, comment recruter de bons profils tech pour une startup. Bref, on a fait 15 épisodes où on a essayé de parler des bases du startupping. Et puis sur la saison 2, on a essayé de changer le modèle où l'on a des profils qui sont un peu plus pointus sur des domaines qui sont spécifiques. À la première épisode, on avait eu Amin Azariz qui nous avait parlé de FinTech. Le deuxième épisode, c'était avec Ali Khalaqbi. On avait parlé de hardware startups au Maroc. Et puis la troisième, on a parlé de scaling products and engineering teams pour les startups qui sont en train d'évoluer. Et puis cet épisode, on va parler de quelque chose qui est super important pour moi et pour tous les start-upers et les personnes qui veulent devenir start-upers au Maroc, parce que c'est quelque chose qu'on a commencé à entendre depuis quelque chose comme 3 à 4 ans, mais c'est relativement ambigu parce que personne ne sait est-ce que c'est vraiment faisable au Maroc ou pas. On sait que ça se fait à l'international, on sait que c'est un modèle qui est très réussi, mais on ne sait pas si c'est implémentable au Maroc. Qu'est-ce que la loi en dit? Qu'est-ce que déjà le crowdfunding, avant de commencer à parler de spécificité. Donc, on a choisi un des meilleurs profils dans le monde du crowdfunding que l'on connaisse. C'est une personne qui a travaillé dans le crowdfunding au Maroc pendant plus de 4 ans. Et c'est Arnaud Pigné qui est fondateur de Happy Smala, qui est un startup studio et consulting agency. C'est une boîte qui a généré plusieurs projets qui sont super intéressants, dont Smala & Co qui est un projet de crowdfunding, Berrah qui est un projet de crowd speaking, Siwa, et c'est un projet qui est toujours secret, il va l'introduire, et puis Woluj qui est une plateforme de pre-sales. On va essayer d'expliquer tous ces projets, qu'est-ce qu'ils font au juste, et puis je donne la parole à Arnaud. Déjà, avant de commencer, merci infiniment Arnaud d'avoir accepté notre invitation. Et avant de commencer tout cela, est-ce que vous pouvez vous présenter à toutes les personnes qui sont en train de suivre ce show? Bonsoir et merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. C'est un honneur. Happy Smala, c'est une agence de conseil, donc un startup studio qui ont été fondés en 2014, en même temps à l'époque que la plateforme de crowdfunding Smala & Co. Smala & Co était initialement une plateforme de dons avec contrepartie qui a été tout de suite dédiée à des projets à fort impact, donc soit d'entrepreneuriat social, soit de green tech ou de projets culturels. Et puis assez rapidement sur cette plateforme-là, on a voulu tester une approche différente puisque c'est une activité qu'on a réalisée donc à partir de mi-2014, et à partir de mi-2015, on s'est dit en réalité le produit d'appel qui est de se financer par une campagne d'appel au soutien de la foule est pas bien perçu, et donc du coup il faut changer la façon d'engager les clients avec nous. Pour faire ça, en fait, on a complètement switché le business model à l'époque, et on est passé d'un modèle très traditionnel qui était un modèle de rémunération aux fonds qui sont levés à un modèle non-profit. En fait, l'idée derrière étant de dire que, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus, c'est que le crowdfunding, je pense que c'est aujourd'hui, et c'est la force de ce modèle-là, c'est que c'est un moyen démocratique d'accès à l'argent. Et je pense que c'est la grande rupture aujourd'hui qui a permis à la fois l'émergence du web, à la fois l'émergence des réseaux sociaux, la crise de 2008, et à ce moment-là, le hack du système de se dire
les établissements de paiement traditionnels aujourd'hui ne répondent plus aux besoins de l'économie. Comment s'organiser collectivement pour pouvoir proposer des solutions de financement. Donc en 2014, on a lancé Apismala. Quelques années après, en 2016, on a lancé donc Bera. Bera, c'était une plateforme de crowd speaking. Le crowd speaking, c'est aussi une logique d'approche collaborative. Là, l'idée d'utiliser la collaboration, c'était de se dire que les entrepreneurs ont des soucis souvent pour communiquer sur leurs projets. Que en plus il y a des enjeux financiers derrière de consommation de budget pour pouvoir communiquer, et donc c'est une plateforme qui permettait en fait d'utiliser les comptes de réseaux sociaux de ses amis, d'une communauté qu'on constituait, pour pouvoir envoyer à un moment donné un message précis qui était relatif au projet sur lequel on avait engagé une communauté. Avant de passer aux autres projets, sur ces deux projets-là, je vais clôturer là-dessus parce que c'est deux projets aujourd'hui qu'on a fermés. Qu'on a fermés pour deux raisons différentes, mais qui sont toutes liées au fait qu'on se revendique un startup studio, donc on doit aussi être capable de dire on met en place une solution par rapport à une problématique qu'on a identifiée, on la teste sur une durée suffisamment critique. Ça marche pas. Si ça marche pas, on range et on passe à autre chose. Smile & Co, ce qui nous a drivé sur la fermeture de la plateforme à l'époque, c'est un changement de loi en France. Puisqu'en fait, à l'époque, quand on s'est lancé, donc le contexte était toujours le même qu'aujourd'hui. Ouais. J'espère qu'il évoluera à la fin de l'année, mais il était légalement strictement le même. Ouais. Et donc, à l'époque, effectivement, on y reviendra tout à l'heure, mais le contexte empêchait de pouvoir opérer du crowdfunding à la fois en investissement, à la fois sur le prêt et à la fois sur le don, puisque ce modèle-là était réservé exclusivement aux associations, sous certaines conditions. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est de se dire on va s'installer en France. On va installer la plateforme technique en France, et légale, et on va installer toutes nos équipes au Maroc, parce que les porteurs de projets et les communautés qu'on veut cibler sont au Maroc. Ça a eu l'inconvénient, et je pense que c'était un des freins principaux au développement de Smile & Co, et peut-être même de cette première tentative de crowdfunding, c'était qu'on était en euros et on ne pouvait payer sur la plateforme qu'en euros. On a ouvert à un moment donné la possibilité de payer avec des chèques en dirhams. La complexité pour nous était de pouvoir à la fois être conforme à la loi française, qui nous obligeait à ne pas pouvoir encaisser d'argent sur notre compte à nous, en France, et à la fois de se soumettre à la législation marocaine, puisque c'est toujours été notre enjeu quand même, et notamment à celle sur la réglementation d'échange, puisqu'on recevait des chèques en dirhams et donc on ne pouvait pas les sortir. Du coup, on avait mis en place un processus qui permettait de maintenir sur le territoire marocain les chèques, on les stockait et on les remettait aux porteurs de projets si la campagne était gagnée, et puis si la campagne n'était pas gagnée, on renvoyait les chèques aux contributeurs. Donc on a opéré comme ça, et puis en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année 2016, il y a eu des changements de la loi en France et en Europe sur le crowdfunding, qui ont notamment obligé à utiliser des opérateurs de paiement qui étaient ce qu'on appelle TrackFin Compliance, c'est-à-dire des gens qui sont capables de tracer à la fois l'origine et la destination des fonds, et ça en réponse aux problématiques de financement du terrorisme et de blanchiment de l'argent. Du coup, on a eu une contrainte logistique assez forte qui nous obligeait du coup à devoir ou utiliser un autre prestataire, mais il y avait très peu de prestataires qui répondaient aux besoins. Ou de se faire d'avoir une question de réalité sur le projet, de se dire bon, on en est où dans ce projet-là, aujourd'hui on a une complexité majeure, est-ce qu'on n'a pas d'autres challenges à adresser par la suite et qui peuvent permettre justement, non pas à Smile & Co, mais à Apismala, l'agence, de continuer à avancer. Donc du coup c'est pour ça qu'on l'a fermé. Bera, on était dans une approche beaucoup plus expérimentale. C'est un projet qu'on a testé sur une période de 12 mois. On l'a prototypé très rapidement, et très rapidement on a testé l'approche avec différentes approches quand même, en tout cas différentes approches de présentation de la promesse de valeur du produit pour voir s'il y avait, pour essayer de trouver le market fit, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y avait un business model derrière Bera il y avait un business model embryonnaire qui était en fait de dire que vous aviez accès en mode freemium à un certain nombre de campagnes qui étaient capées notamment dans l'audience que vous pouviez toucher, dans les datas que vous pouviez aller. Et si vous dépassiez ces niveaux-là, vous basculiez sur des modèles payants avec une audience plus large et des datas plus importantes. En palier. Voilà. Ok. Et donc ça, on a eu très peu de traction là-dessus. Et à l'époque, on avait sur la partie conseil une grosse étude qu'on a faite sur le crowdfunding en Méditerranée avec un client en Espagne. Et donc du coup, on s'est dit bon, celui-ci on le range, focus business qui rentre. Ouais, on se donne des mois de survie et donc on met là-dessus. Et puis ce projet-là, on le met au placard et on verra plus tard. D'ailleurs, le financement de ces deux projets, en fait, au début, c'était de l'argent propre ou Oui. En fait, j'ai un associé qui est en France, qui est actionnaire à 30% d'Apismala et de Smile & Co. C'est le technical guy?
Pas du tout. Non, il a un profil, lui, de consultant. En fait, je l'ai connu à l'époque où j'étais consultant. Okay. Lui, il est plutôt spécialisé en gestion des risques et tout ce qui est finance alternative. Ok. Mais le deal de départ, c'était que c'était moi l'opérationnel. Lui, il investissait. C'était un vieux pote et je m'occupais de ces projets-là. Et donc aujourd'hui, il est toujours actionnaire de ces deux projets-là. Ok. Et Smala & Co, c'était un projet qui a débuté en 2014. Ça veut dire que c'était c'était une idée. Et donc, vous aviez à développer la plateforme. Ouais, ou c'était la plateforme a commencé carrément en 2014? Non, l'idée a germé fin 2013 et l'objectif c'était d'aller très vite. Et donc du coup, pour aller très vite et puis pour limiter aussi le budget d'exécution, on a pris une plateforme en marque blanche à l'époque. Excellent. On a trouvé une plateforme en marque blanche avec une équipe à Paris qui nous a, on s'était mis d'accord. Ils savaient qu'on se lançait sur des marchés où c'était compliqué, donc on a trouvé un deal plutôt intéressant pour tout le monde. Et on a lancé la plateforme comme ça. On était en 3 mois, on avait une plateforme qui était sur pied. Et minimiser les risques. Ouais, minimiser les risques parce que ça nous a coûté un investissement relativement modeste à l'époque. Je sais plus combien ça nous a coûté ce projet-là en particulier, mais juste le setup investissement, on était sur un budget qui dépassait pas les 100 000 dirhams. 150 000 dirhams, je pense. On n'est pas suicidaire, quoi. On savait qu'on était en train qu'on allait sur un marché compliqué déjà où le cadre législatif n'était pas accueillant et où effectivement on savait qu'il y avait on était les premiers, donc on avait sans doute essuyé les pots cassés, quoi. Bien sûr. Et on les a essuyés, donc finalement. Donc, au sein de Happy Smala, il y a aussi une sorte de startup studio où vous accueillez. Comment ça marche, le startup studio? Est-ce que vous accueillez des entrepreneurs avec leurs idées ou vous développez des idées et puis vous recrutez des personnes qui vont les gérer? En fait, initialement, c'est parti parce que nous, au début, ce qu'on faisait sur la partie technique, parce que pour le coup, moi, j'ai pas de profil technique et il me manquait des profils techniques. Moi, je bossais beaucoup avec des stagiaires. Donc, chaque année, en PFE, je prenais 1 ou 2 stagiaires techniques, au profil technique, que je rémunérais et avec lesquels je commençais à faire des modèles. Et sur ce modèle, sur cette la première initiative et qui a été le pilote de Berra, qui est toujours avec nous aujourd'hui, à l'époque, il y a eu les 2 approches. C'était la carte. Je lui dis, écoute, moi, ce que j'ai envie de développer, c'est de prendre un stagiaire pendant 6 mois. On développe ensemble un proto. On essaie d'aller vite pour être capable d'avoir un minimum de tests possibles et à l'issue de ton stage, soit on se rend compte que ça marche et donc paf, on peut commencer à se dire on monte une structure juridique, j'injecte un peu de cash dedans et on essaie de développer la machine, soit on se rend compte que ça ne marche pas, donc du coup et dans le cas de Oum, en fait c'était le cas, finalement ça n'a même pas marché, mais j'ai quand même elle est restée avec moi et elle est toujours de l'aventure. Okay. Donc l'idée c'était ça et c'était plutôt d'incuber à la fois soit des idées de jeunes étudiants, on n'a jamais eu le cas véritablement, soit de co-construire, et c'est ce qui s'est passé avec Koum, des solutions. L'idée c'était de se dire on a identifié des problématiques qu'on voulait adresser sur le marché et de se dire quelle réponse on peut apporter. Et puis après la logique a un petit peu changé sur les 2 autres initiatives, Woolouge et Siwa. Voilà, et Woolouge, puisque Woolouge c'est le fruit d'un partenariat avec M-Size. Donc c'est une joint venture qu'on a montée avec eux puisqu'ils avaient un enjeu de pouvoir travailler sur du financement de projets à stade seed. Et Siwa pour le coup c'est une pure élucubration. Pour eux c'était une solution c'était un enchaînement naturel à l'édifice de la chaîne de valeur de l'incubation. Surtout qui sont vraiment en incubation early stage plutôt chez M-Size par rapport à d'autres incubateurs de la place. Donc être capable très rapidement de pouvoir, parce que donc Woolouge, pour expliquer rapidement ce que c'est, Woolouge c'est une plateforme de pré-vente. Quelque part, pour l'expliquer simplement, ça s'assimile un petit peu à du e-commerce mais collaboratif. Grosso modo, vous achetez aujourd'hui un produit sur la pré-vente qui n'est que prototypé. Et vous l'achetez en ayant la garantie d'être livré dans 3-6 mois, quand le temps que le porteur de projet collecte les fonds, puisse produire en série et enfin livrer le. C'est ce dont je pense, c'est ce dont Ali avait parlé sur l'épisode 2, ce qu'il avait fait avec le AirNote. Exactement, c'était une logique de prévente. Donc perdu, mais la logique de prévente, ce modèle-là a l'intérêt de pouvoir notamment représenter un espèce de test marché. C'est ce qui est intéressant puisque du coup on met sur le marché un produit et on peut tout de suite voir quelle est l'attraction potentielle ou pas de ce produit-là vis-à-vis d'une clientèle. Donc pour un incubateur, ça peut être double effet parce que ça teste, c'est un market test.
Ça permet potentiellement d'initier un carnet de commandes. Carnet de commandes qui peut permettre éventuellement d'aller récupérer du cash auprès des banques, d'un crédit, puisqu'avec un carnet de commandes, je peux ensuite plus facilement obtenir un crédit. Donc voilà, c'est des modèles qui sont hyper intéressants et puis qui en plus peuvent être et ça nous on y réfléchit dans le cadre de Woolouge, c'est de se dire qu'en réalité ça peut même aller plus loin dans la chaîne de valeur, c'est peut-être même que la partie financement et investisseur peut se plugger à cette logique-là. Puisqu'en réalité de se dire un porteur de projet qui a un prototype, il passe sur une plateforme comme Woolouge, il réussit sa campagne, il collecte comme à Liche puis à l'époque entre 200 ou 300 000 dirhams, ça lui permet d'accélérer et là ça peut être intéressant pour un business angel, un investisseur, de prendre le relais, d'avoir la démonstration que le produit il marche sur un marché. Il y a un entrepreneur qui a déjà un peu de cash, ça sécurise le cash qui est investi et c'est un espèce d'effet de levier, c'est un peu la… Je pense même que sur la plupart des cas où il y a des successful levées de fonds sur du crowdfunding, les personnes automatiquement après, ils peuvent lever des fonds auprès d'investisseurs, c'est un super signal, c'est un super signal. Et souvent en plus, ça oblige les porteurs de projets à un exercice un peu complexe sur les valeurs, la communauté, mes clients potentiels, ma communication. Ce qui fait défaut, je pense aussi à beaucoup de projets ici. Et donc là, l'avantage de ce modèle-là de financement, c'est qu'à la fois tu te finances et en plus tu te fais de la com. C'est un modèle vertueux, quoi. Ok, excellent. Et puis reste Siwa, qui est pour moi quelque chose de très ingénieux. Siwa, en fait, est né à un moment donné où on s'est questionné sur la viabilité du startup studio, parce que le startup studio, on accepte le fait d'enchaîner les projets et d'avoir des échecs, mais on espère bien avoir quand même des succès probants. Du coup, tu analyses tes échecs et l'analyse qu'on a eue sur la partie crowdfunding et qui est toujours en ongoing, je pense, dans ma tête, c'est de se dire, il y a le modèle qui se développe aujourd'hui en Europe, aux États-Unis. Il est singulier et je ne pense pas que le modèle qui se développera ici au Maroc ou dans la région Middle East, ça sera le même modèle. Tout à l'heure, on en parlait, par exemple, de la structure des marchés. Le marché européen, c'est 60-70% du marché qui est porté par le prêt. Et peut-être qu'il faut que je présente rapidement les trois modèles justement pour que les gens y voient clair. Et 15% par l'equity, et dans la région MENA c'est complètement inversé cette polarité, c'est l'equity qui représente 90% des fonds qui sont collectés versus 10% pour la partie don et quasiment rien pour la partie prêt. Donc tu as des pratiques de marché qui sont complètement inversées. Juste pour que les gens qui sont en train de nous suivre, ils peuvent un peu comprendre, ils peuvent un peu suivre les données que tu es en train de partager. Quand on parle d'equity, on parle d'investisseurs qui donnent de l'argent à un certain entrepreneur et qui prend des parts de l'entreprise. Exactement. Ça, c'est l'equity. Ça, c'est l'equity. Et puis le deuxième, c'est les donations. Ça, on connaît. Les donations, alors les donations contrepartie. Avec ou sans contrepartie. Avec ou sans contrepartie. Sans contrepartie pour tout ce qui est projet de nature humanitaire ou de charité. Avec contrepartie pour des projets de type artistique, culturel. Tu achètes des billets de concert aujourd'hui pour un concert qui sera produit dans 6 mois. Tu finances un album pour qu'il soit produit, tu recevras le CD dans 6 mois. Des choses comme ça. Et puis tu as le modèle de la prévente qui rentre un petit peu dans cette catégorie-là, même s'il y a la dimension marchande qu'il n'y a pas dans le don. Et puis le troisième modèle, le modèle du prêt, et le modèle du prêt, en fait, on devient prêteur. Toi et moi, tu prêtes de l'argent, tu as deux modèles, soit à d'autres potes, donc là tu es quasiment sur du crédit conso, soit à des entreprises, à des PME, TPE. Et c'est ce qui se développe beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des PME, TPE qui se font financer 200 000, 300 000 euros de crédit en France. Pas facilement, mais de manière assez… Enfin, oui, ça marche bien. Aujourd'hui, le crowdfunding en France, le marché en 2017, c'est 1 milliard d'euros. Et ça ne fait que doubler depuis 6 ans. Dès que ça a commencé, Et les montants investis aujourd'hui qui sont en train de dépasser les VC. Carrément. Donc c'est vraiment aujourd'hui une alternative en termes d'investissement et de financement de start-up. C'est quasiment une des principales alternatives aujourd'hui, puisque le secteur de crédit classique ne répond pas aux besoins. C'est pas son métier. Ça c'est sûr. Et voilà, et les investisseurs s'engagent pas tous sur des stades très early, mis à part les business angels, les fonds d'investissement très peu. Donc du coup, quand tu es en early stage, il n'y a pas forcément grand chose, quoi. Donc voilà. Mais pour terminer et pour revenir sur la conclusion pédagogique, il y a le modèle du don où effectivement, quand vous soutenez un projet en fait en échange, soit vous avez une contrepartie, soit vous avez un câlin bisou, soit vous êtes dans le prêt, je te donne de l'argent aujourd'hui et tu vas me rembourser comme tu rembourses ton crédit à ta banque, exactement
avec les mêmes conditions. Tu vas rembourser un taux d'intérêt. Et voilà. Sauf qu'on substitue à la banque les personnes et donc du coup les conditions d'agrément et d'octroi des crédits sont un peu plus rapides et légères que dans un modèle bancaire. Et puis tu as l'equity où là chacun joue le business angels. Sauf qu'en fait on investit des montants plus petits. Sur les plateformes en France par exemple, c'est 1 000 € minimum. Donc tu peux commencer à investir à partir de 1 000 € sur une plateforme de crowd equity. Crowd equity, ok. Donc ça aujourd'hui c'est les 3 modèles. Et donc le marché pour 2-3 repères 1 milliard en France, dans le monde l'année dernière ça représente près de 70 milliards de dollars. Et le focus il est aux US, là où il y a le plus de concentration de crowdfunding. Il y a les US et puis et la Chine arrive aussi. Les Chinois, enfin les Asiatiques de manière générale, ont par exemple, on va rentrer sur Siwa, mais ont des pratiques de tontine et donc ils ont des pratiques de finance collaborative, si tu veux, qui sont culturellement ancrées aussi. Donc c'est pas étonnant que ces modèles-là puissent fonctionner aussi. Quoi. Et y a-t-il une différence entre crowdfunding et le crowdsourcing ou c'est juste 2 mots qui... Non, dans un cas c'est du financement, dans l'autre c'est de la compétence ou de la ressource. Ah ok. Donc dans le cas du crowdsourcing, en fait, tu sources de bureaux. De compétences, t'as pas de thunes, mais t'as besoin de développeurs pour t'aider à finaliser ton site web ou je sais pas quoi. Tu fais un appel à volontaires, tu peux avoir effectivement du matos, ça c'est plutôt des ressources et des compétences. Dans le cas du crowdfunding, c'est exclusivement de l'argent. Ok, excellent. Et dans le cas du crowdfunding, il y a toujours une contrepartie. Non, tu peux avoir le modèle du don sans contrepartie. Donc en fait, tu donnes et puis c'est pour le coup, on est sur un modèle qui est complètement traditionnel, le modèle que tout le monde connaît, qui finance, sur lesquels beaucoup d'associations se financent. Ouais. D'associations. Ouais, d'ailleurs, je voudrais rebondir sur ça parce que dans la culture marocaine, je pense qu'on a toujours eu cet esprit d'entraide. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la non-existence de projets crowdfundés au Maroc ne veut pas nécessairement dire que ça n'existe pas sur une échelle culturelle. D'ailleurs, mais le problème c'est que quand on pense crowdfunding, on est toujours sur une approche où l'on pense à quelqu'un qui est en besoin. Par exemple, quelqu'un qui est malade. Il y a toujours la famille qui essaie de crowdfunder ou crowdsourcer un peu d'argent pour qu'on puisse aider la personne, pour qu'on puisse construire des mosquées, des maisons pour des personnes qui sont démunies. Est-ce que quand on parle crowdfunding, on est toujours sur un modèle de donation? Est-ce que faire du crowdfunding pour ma startup veut dire que je suis en train de récolter des donations? Déjà, c'est une partie ambiguë où tout le monde se perd parce que voilà, nous avons des références culturelles et puis la majorité des personnes, quand ils entendent crowdfunding, ils pensent automatiquement à la même chose. Non. Pour répondre très clairement, non. Ça serait je pense que dans l'absolu, non. La réalité peut-être sans doute est un peu différente. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, dans l'esprit des gens, c'est encore peut-être effectivement beaucoup assimilé à de la donation. Il y a beaucoup de porteurs de projets qu'on accompagne sur des programmes de crowdfunding. On les accompagne sur la conception et la réalisation de campagnes. Là, on vient d'en accompagner plus de 80 sur la Méditerranée. On en a pas mal qui effectivement arrêtent au milieu du processus parce que sont pas à l'aise avec l'idée, ont effectivement l'impression d'être dans un processus comme ça de donation. Si par donation tu entends un peu tu te mets en position de demander la mendicité, quoi. Exact. Il y a cette mais néanmoins, la réalité, c'est que non, puisqu'en fait, quand vous êtes dans une logique de prévente, vous vendez. Vous êtes dans une posture de vendeur que tu connais. Tu n'as pas d'état d'âme. Enfin, c'est pas que t'as pas d'état d'âme. Tu demandes pas la charité. Tu dis, est-ce que j'ai un produit à vous proposer? Est-ce qu'il vous intéresse? Oui, non. Basta. Sur la partie investissement, c'est juste qu'au lieu de t'adresser à une grande banque ou à un moyen business angels, tu t'adresses à tes potes parce que tu es peut-être plus à même de comprendre comment fonctionne mon business, parce que ça t'intéresse peut-être indirectement, parce que tu as peut-être 1 000 € à mettre sur mon projet mais pas 10 000, mais si j'en trouve 10 comme toi et qui vont en plus m'apporter ce qu'on appelle un peu de smart funding, un peu d'expertise et de mentoring par ailleurs, c'est vachement positif aussi. Donc c'est vraiment une approche différente en réalité, c'est vraiment ça là. Et puis c'est une approche qui est très ouverte. Le principe de ces modèles-là, c'est l'ouverture et la parité. C'est-à-dire qu'en fait, on veut être et on considère que les individus ne sont pas antagonistes. Et qu'en réalité, c'est la somme des individus est toujours plus importante et plus riche que la confrontation. On n'est pas dans un régime de confrontation, quoi. La concurrence, ce que je vais gagner moi ne va pas être gagné à ton dépens. On peut tous les deux gagner. Et c'est ça la force de ces modèles-là, en tout cas l'esprit qui guide ces projets-là. Donc, excellent. Et le modèle du crowdfunding, est-ce que ça a parce que
ici au Maroc et moi personnellement, j'en ai entendu parler beaucoup plus sur le milieu startup. Est-ce que c'est un truc qui a explosé? Est-ce que l'avènement des startups, est-ce qu'il a fait exploser le concept? Et historiquement, est-ce qu'il y a eu une date où c'est arrivé? Oui, on sait tous que c'est parce que en fait, toutes les structures de financement n'ont pas réussi à suivre l'ébullition des startups et toutes les centaines de milliers d'idées qui se reproduisent par jour ou par semaine. Et est-ce que ça a été porté par des plateformes qui ont facilité le crowdfunding ou c'était beaucoup plus, c'était quelque chose d'autre? Les startups en fait n'ont pas forcément recours au crowdfunding à des stades différents et à des types de crowdfunding différents. Sur des stades très early stage, le modèle de la prévente, je pense que c'est quasiment le seul qui est viable pour une startup. Je suis vraiment à un stade de proto. Utiliser un autre modèle, c'est compliqué. Et la raison est simple, tu fais le parallèle. Est-ce que toi tu prêterais 1 million de dirhams à quelqu'un qui dit je vais construire ce téléphone mais qui a un proto en carton quoi. Tu dis la route est un peu longue, je suis pas sûr que tu y arrives, je suis pas sûr que tu sois capable de me rembourser si tu veux. Et donc du coup les problématiques sont les mêmes que pour une banque. Ensuite sur l'investissement, c'est pareil. Autant des investisseurs, les profils d'investisseurs en early stage sont des profils d'investisseurs très risqués. Et les early stage, c'est le plus risqué. Les business angels, c'est eux qui s'exposent au plus de risques quand ils investissent. Et c'est pour ça qu'ils ont des tickets d'investissement qui sont plus bas, mais qui répondent partout, quoi. Avec, dans cette logique des SEMAges, quoi. Genre, j'ai SEM sur 100 et sur 3, Inch'Allah, j'en gagnais, quoi. Et c'est à peu près ça le ratio en plus, quoi. Du coup, tu peux pas utiliser l'equity en seed non plus parce que tu t'adresses normalement à des profils qui sont plus riscophobes. Toi, je pense que perdre 1 000 euros, ça te fait un peu plus mal qu'un business angel. Exact. Du coup, c'est pas adapté. Donc sur les early stage, la prévente, ça peut être un bon modèle pour tester son produit, récupérer un premier carnet de commande. Une fois que tu as un historique et que tu commences à avoir un petit peu de traction, tu peux soit d'abord peut-être passer sur l'equity. Tu peux faire un premier round de financement par equity, par crowd equity. Tu fais une petite levée de fonds, quoi. Tu peux faire un premier tour à 200 000 à 300 000 euros. Ces tours-là peuvent passer sur des plateformes de crowd equity. Et puis après, une fois que tu remplis des conditions un peu de consistance financière, ce qu'on appelle la consistance financière, c'est comme les banques te le demandent un peu, c'est d'avoir au moins 3-4 ans d'historique, tu vois, pour avoir un peu de trucs à palper. Là, on peut se dire, on peut te faire du crédit. Et donc, tu peux basculer sur des plateformes sur des plateformes. Donc, c'est un peu ça le cheminement. Je commence très tôt sur de la prévente, je passe ensuite plutôt à de l'equity et je peux passer ensuite sur du prêt. Ok. Donc, du crowdfunding, c'est pas nécessairement que pour le stade idée. Non. Ça peut être. Non, ça peut être à tout. Je pense que toutes les startups de différents stades peuvent utiliser le crowdfunding. Et plus elles sont mûres et plus elles peuvent aller vers le prêt. Et parce qu'il y a un enjeu de solvabilité, il faut qu'elle soit capable aussi de rembourser. Donc, une startup qui a 3-4 ans, elle commence à avoir un profil de rentabilité et un cash flow qui est mieux maîtrisé qu'une startup qui a 1 an ou 2, quoi. Et donc, quand tu as une startup qui a 1 an ou 2, ça peut t'arriver des mois d'être un peu sec, quoi, tu vois. C'est ça. Et la problématique sur ce modèle-là, c'est que on en parlait récemment, je parlais avec une banque, ils ne comprenaient pas pourquoi sur les portefeuilles de prêts collaboratifs, il y avait moins de défauts que sur les portefeuilles de prêts bancaires. Je leur expliquais, mais je me suis dit, moi demain je prends un crédit chez vous, j'arrête de le payer, mais je m'en cogne. À qui je vais voler de l'argent et à qui je vais enlever le pain? Je vais enlever le pain à une banque, c'est pas, vous n'allez pas mourir demain. Si par contre c'est Omar qui me prête 1 000 euros et que je lui rembourse pas ces 1 000 euros, je sais que je vais le foutre dans la merde. Et donc du coup c'est pour ça que les gens, parce qu'on a cette création de sens, cette communauté, à un moment donné, ils réfléchissent, ils disent je peux avoir des difficultés à rembourser, mais si j'en ai, je vais venir te voir, je vais dire écoute ce mois-là, est-ce que je peux te splitter le remboursement en deux? Parce que il y a du lien social et que ce contrôle-là des pairs et que ce lien social-là est suffisamment fort pour faire rester les gens dans les dispositifs collaboratifs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de défauts sur du prêt collaboratif type crowdfunding que sur du crédit classique. Donc, par exemple, dans le cas de Elon Musk qui est en train de travailler sur le Boring Tunnel, qui est une sorte de tunnel où on pourra transporter des gens et des voitures, pour financer le projet, il a commencé à vendre des chapeaux, des casquettes et des lance-flammes. Est-ce que ça peut être considéré comme du crowdfunding? Why not? Oui, why not? C'est comme il fait avec Tesla. Tesla, c'est pareil, il fait la prévente. Les gens ils payent une certaine partie du produit avant de.
Mais sauf qu'en fait, tu l'achètes au stade de proto. Typiquement, là, moi, j'ai des amis qui ont acheté, je sais plus quel modèle, là, le 3 ou l'un des derniers comme ça. À la commande, tu passes 3000 euros, je pense. C'est ça. Ouais. Et ça fait 2 ans ou 3 ans et il n'a toujours pas de date de livraison. Exact. Donc il va être obligé à un moment donné d'annuler sa commande. Je ne sais même pas si c'est récupérable. Mais c'est de la prévente. Il a vendu un prototype. Exact, il n'avait même pas encore l'usine pour fabriquer ses plateformes. Il aurait mieux fait d'utiliser Woluge. Exactement. Ouais, en parlant de Woluge, les plateformes qui sont les plus connues au monde, par exemple, il y a Kickstarter qui est aux US, il y a Indiegogo qui est beaucoup plus Europe. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple en Afrique? En Afrique, sur l'Afrique en prévente. Ouais. Prévente, moi j'en connais pas. Je connais pas trop les plateformes de l'Afrique subsaharienne et de la partie sud parce qu'il y a pas mal de plateformes un peu en Afrique du Sud et dans quelques pays au sud de l'Afrique. Moi je connais moins ce marché-là, mais sur la partie Méditerranée aujourd'hui, il y a une plateforme qui s'appelle Zoomal, mais qui a pas du tout le même statut qu'un Kickstarter ou même qu'un KissKissBankBank. Aujourd'hui, KissKissBankBank, la plateforme française, qui fait du don avec contrepartie, mais pas mal de prévente aussi. C'est, je crois, le leader en Europe. Donc c'est aussi un gros big player D'ailleurs, je crois même qu'au Maroc, l'étude qu'on a faite nous, c'est le leader au Maroc aujourd'hui. Je crois que c'est lui qui finance le plus de projets de l'étranger pour le Maroc. Pour le Maroc, ok. Une dernière question par rapport aux spécificités du crowdfunding. Est-ce que c'est quelque chose qui est relatif aux startups qui sont hardware, ça veut dire qui ont un produit physique, ou est-ce qu'on peut généraliser le concept pour d'autres formes de produits? Non, je pense qu'effectivement, mais encore une fois, je pense que en fonction des produits ou de la nature de ton projet, tu ne vas pas utiliser le même modèle de crowdfunding. Les projets hardware ou les projets culturels et artistiques, par exemple, utilisent beaucoup le don et contrepartie ou la prévente. Mais tu peux, il y a plein de startups non hardware, software, et qui se financent, mais par prêt ou par equity. Pour des projets culturels. Ou même un software, une appli mobile, un mec qui a inventé une appli mobile qui qui a des services un peu consistants, qui a une belle traction, il peut tout à fait à un moment donné faire une levée de fonds sur une plateforme de crowd equity et faire son premier tour de financement de 200-300 000 euros sur cette plateforme-là. Excellent. Donc c'est tout à fait possible aussi. Des projets de nature, même services tertiaire de type restauration, de type même des choses comme ça, tu peux même financer, imaginer, travailler. Tu vois, on a notre projet, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est un des projets de co-living. Même sur le co-living, on va utiliser des méthodes comme ça. Nous, on va utiliser notamment de la prévente pour le financement du projet. Exactement, pour pouvoir se financer en avance de phase. Et alléger le cycle de trésor. Excellent. Au début de l'épisode, tu as parlé de difficultés et de contraintes au Maroc. Et là, on arrive à la question la plus importante du show. Qu'en est-il du Maroc? À quel stade on est par rapport à la scène, l'écosystème, l'adoption, la loi? Qu'est-ce que ça en dit? Parce que vous aviez monté la start-up en France. Quelle est la situation au Maroc? La situation au Maroc, en fait, aujourd'hui, sur les 3 modèles de crowdfunding, il y a 3 cadres législatifs différents. Sur le modèle du don, c'est tout ce qui est relatif au ministère de l'Intérieur, le secrétaire général du gouvernement. C'est la loi sur l'appel public au don ou la générosité publique, je ne sais jamais le terme exact de la loi, qui effectivement dit que c'est réservé à des associations, je crois, d'intérêt commun, d'utilité publique, et qu'en fonction de la zone de chalandise de l'appel au don, tu dois solliciter une validation auprès de différents niveaux. Si tu le fais localement, tu vas demander à la wilaya. Si tu le fais régionalement, tu le fais à la wilaya régionale. Et si tu le fais nationalement, tu dois demander au secrétaire général du gouvernement. Et une fois que tu as cette opération-là, tu peux faire une campagne d'appel à dons. Aujourd'hui, ça c'est la seule activité qui est très encadrée. Qui est très encadrée, qui est possible. Ce qui est d'ailleurs le secteur qu'a exploité Cotizi. Exactement. Cotizi ont utilisé, se sont parfaitement alignés dans ce secteur-là. Cotizi, exactement. Cotizi, ça a explosé beaucoup plus quand ils ont commencé à faire des projets qui sont relativement humanitaires, je dirais. Oui, c'est ça. Leur première grosse campagne, c'était 100 dirhams pour aider. C'était les inondations dans le sud. Et ils ont fait un tabac. Je crois qu'ils ont collecté quelque chose comme, avec des dons en nature, quelque chose comme 700 000 dirhams. Je crois que c'est pas loin. C'était monumental. Le modèle également qui aujourd'hui est autorisé, c'est le modèle de la prévente. Woluge est parfaitement en phase avec la loi, c'est une société marocaine, parce que la prévente, elle dépend du code du e-commerce.
Et donc du coup, elle a un cadre légal qui encadre cette activité-là. Ok. La partie prêt aujourd'hui, tu as deux versions, soit tu as la version avec intérêt, sans intérêt. Sans intérêt aujourd'hui, on pourrait opérer une plateforme de prêt sans intérêt. La viabilité économique du modèle est un peu complexe. Une plateforme de crédit sans intérêt, ça veut dire que si moi je donne… Si toi tu me prêtes, moi je te rembourse, mais je te rembourse pas d'intérêt, je te rembourse juste le capital. Ah, ok. Ce qui veut dire qu'en réalité, si je te rembourse sur 2 ans, bah, tu perds l'équivalent de l'inflation sur 2 ans. Donc en fait, c'est toi qui perds de l'argent finalement. Exact, mais ouais. Sans intérêt, c'est un peu ça la limite quand même. Ouais. Donc on peut pas… Ouais, c'est très difficile. Hein, ouais. Ça peut être un modèle qui fonctionne, ou alors si c'est un modèle qui peut fonctionner plutôt pour des associations ou des choses comme ça. Des gens, je pense, qui ont de l'argent, qui n'ont pas de problème d'argent et qui se disent bon allez, je vais prêter de l'argent à une association. Donc du point de vue de l'entrepreneur qui lance la plateforme, il n'y a aucun moyen de rentabiliser le modèle. Tu pourrais éventuellement faire payer des droits d'entrée sur la plateforme. De dire tu es une association, tu veux récupérer un crédit à 0%, laisse-moi analyser ton dossier, je te fais payer 1000 dirhams. Et ensuite, si ton dossier est accepté, je te fais payer 1000 dirhams et tu passes sur la plateforme pour ta campagne. Ouais. Et les 1000 dirhams, ça va aller vers la plateforme. Mais ceux qui ont prêté, ils touchent rien du tout. C'est une version, mais qui est à mon avis, à ma connaissance, je connais pas de plateforme aujourd'hui. Tu as quelques plateformes de microcrédit, de choses comme ça, ou même de crédit micro, mais tu as toujours un minimum de taux d'intérêt. Le modèle sans intérêt complet, à ma connaissance, il n'y a pas d'acteur qui sont à travers le monde qui a utilisé ce modèle-là. Et l'autre grand modèle qui est le modèle avec intérêt, lui est régi actuellement par la loi sur les établissements de crédit. Et donc il t'oblige à avoir un statut d'établissement de crédit qui lui-même te dit que tu dois avoir, je crois, je sais plus les chiffres, mais plus de 10 millions de dirhams de fonds propres. Enfin bref, c'est un truc qui n'est pas pour une start-up. Ok, parfait. Et puis sur la partie investissement, aujourd'hui, c'est régi par l'AMMC, l'autorité des marchés de capitaux, l'autorité marocaine des marchés de capitaux, qui assimile une campagne de crowd equity à ce qu'on appelle vulgairement sur les marchés financiers une APE, c'est un appel public à l'épargne. Et les appels publics à l'épargne, c'est notamment ce qui encadre ce qu'on appelle toi qui as bossé dans les ICO, c'est ce qui encadre les IPO au Maroc. Et donc du coup, qui t'oblige à faire une note d'information, qui régit un certain nombre de choses, qui dit qu'il faut que tu sois une société de gestion, agréée, société de gestion qui elle-même a un seuil de fonds propres minimum. Bref, je te laisse imaginer la complexité. Aujourd'hui, donc ces trois modèles-là sont régis par 3 cadres différents. C'est pour ça qu'une plateforme comme Affinity, par exemple, qui existe au Maroc depuis un certain nombre de temps. Affinity. Non. C'est une plateforme de crowd equity qui marocaine, installée au Maroc, mais qui n'a pas pu opérer de transactions depuis son lancement, mais qui donc travaille dans l'ombre sur le projet de loi, etc., pour faire avancer sa cause, mais n'a pas pu opérer aujourd'hui. Sur le prêt, c'était trop complexe, et puis il y a des acteurs en face qui sont trop complexes à affronter, à avoir en frontal, donc du coup personne ne s'est lancé dedans, et puis il y a le modèle du don. Et nous, le modèle du don, on l'a détourné en nous disant, on se met en France. Comme ça, en réalité, quand les porteurs de projets vont venir chez nous, c'est comme quand ils vont sur la Fnac.fr, ils deviennent consommateurs du site, donc ils sont régis par les conditions de générale d'utilisation du site, donc par la loi française, et qui, elle, n'empêche personne de pouvoir faire une campagne de crowdfunding. Et ensuite, on rapatriait les fonds au Maroc avec un justificatif qui était très explicite sur l'origine des fonds, qui était fonds levés par campagne de crowdfunding et qui revenait au Maroc sur le compte du porteur de projet sous une dizaine de jours. Et je suis curieux par rapport au modèle qui est régi par je me rappelle plus du nom, l'AMMC. L'AMMC, ouais. L'AMMC. Pourquoi aucune banque n'a lancé une sorte de plateforme qui puisse, ou des gens qui puissent donner des prêts à intérêt aux startups ou aux projets innovants? Parce que c'est les seuls qui peuvent le faire. Oui, mais parce que tant que, si tu veux, le terme crowdfunding était encore un gros mot, c'est des acteurs qui sont très consensuels, qui vont pas aller à l'encontre du régulateur et qui vont qui vont faire les anarchistes et arriver et dire nous voilà les gars, c'est comme ça et pas autrement. Là c'est sûr. Donc non, mais par contre aujourd'hui où il y a un projet de loi, on va y arriver, qui est actuellement au sein du secrétariat général du gouvernement, qui a été avec qui on a travaillé en fait pendant 4 ans avec un groupe de travail qui a été constitué par l'US Embassy. Autour de laquelle s'est agrégée donc la plateforme Affinity, nous à l'époque, et puis deux cabinets d'avocats, Sayat El Menjra et
Salam Lo, avec qui on a bossé pendant 4 ans sur le draft de projet de loi. Il est allé au ministère il y a un an et demi, on l'a déposé. Pendant cette période-là, il est passé par tous les régulateurs, Banque Al Maghreb, la MMC, je sais plus qui, mais enfin bref, il y en a eu un paquet. On est passé aussi par le filtre de la finance islamique dite participative au Maroc. Du coup, on a eu droit aussi à la petite couche de cette finance-là. La petite couche halal. Voilà, la petite couche halal dans le projet de loi. Donc en fait, aujourd'hui, le projet de loi, c'est un projet de loi qui, j'en ai longtemps discuté avec des avocats, en fait, qui est quand même très bien bordé, slip et bretelles, et qui ressemble quand même pas loin au cadre réglementaire de toutes les activités très standards. Sauf qu'à la différence des cadres des autres types d'activités de leur réglementation, c'est un cadre législatif qui va devoir être mis en application par voie de circulaire. Et en fait, c'est par voie de circulaire qu'on va alléger, ou en tout cas nous on milite pour alléger un certain nombre de procédures qui sont prévues dans la loi. Des procédures qui sont normalement applicables à tous les établissements financiers, mais qui en réalité pour des plateformes de crowdfunding sont très complexes à mettre en œuvre. Je prends un exemple, il y a tout un enjeu sur des plateformes de crowdfunding en matière de ce qu'on appelle KYC, Know Your Customer. C'est des enjeux importants, on est sur des transactions financières, ça peut potentiellement faire circuler beaucoup d'argent, donc lutte anti-blanchiment, lutte contre le financement du terrorisme, c'est des problématiques auxquelles on est tous confrontés. Et donc du coup, les obligations qui peuvent être données à des banques sur la vérification de profil, par exemple, ils veulent imposer les mêmes types de vérifications aux plateformes. Et y a-t-il une possibilité que le nouveau projet de loi puisse changer le jeu au Maroc? Il va le changer dans Si on peut avoir un teaser du contenu, ça serait. Non, le projet de loi aujourd'hui, il est somme toute assez standard, j'ai envie de te dire, par rapport à ce qui existe à travers le monde. Il va définir en fait 2 statuts, un statut pour les plateformes et un statut pour les sociétés de gestion. Il faudra avoir un agrément auprès du ministère de l'économie et des finances, agrément qui sera soumis à dépôt d'un petit dossier. Agrément qui sera soumis au remplissage d'un certain nombre de conditions, conditions de statut social, société vraisemblablement anonyme, 300 000 dirhams de capital minimum, obligation de CAC, quoi d'autre? De CAC? De commissaire aux comptes. Ok. Voilà pour les éléments principaux, si tu veux, de statutaire. Et puis ensuite, de la réglementation en matière de processus, qui aujourd'hui rend les plateformes responsables, ce qui est à peu près le cas dans beaucoup de réglementations à travers le monde, mais qui après avec des degrés d'intensité plus ou moins forts, mais qui nous rend responsables à la fois de la prise de contact, c'est-à-dire de l'identification des gens, qui sont leur identité, vérifier leur identité nous demande aujourd'hui, ce qui est impossible pour une start-up de crowdfunding, d'aller accéder au fichier central du Maroc des pièces d'identité, parce que c'est ce qu'on nous demande concrètement, de voir si les gens sont pas interdits bancaires. Donc on me demanderait à moi d'aller vérifier que tu n'es pas interdit bancaire si tu veux lancer une campagne de crowdfunding. C'est impossible. Une banque a les moyens et les ressources. Les plateformes. Ça va devenir trop lourd parce qu'en fin de compte, la plateforme elle va demander aux personnes de fournir plus de documents. Et puis c'est plus une action qu'on peut faire en un clic. C'est ça. La force, c'est que ça doit aller plus vite que les modèles bancaires traditionnels. Et donc, du coup, excellent. Donc tout ça, c'est voilà. Aujourd'hui, on en est là. On est et tout le travail. Si ce cadre-là est validé, c'est intéressant parce que je pense que pour répondre à ta question. L'enjeu, on en parlait tout à l'heure, c'est un enjeu de confiance, de création de confiance. À la fois pour faire basculer les gens du modèle de la donation à un modèle qui peut être aussi transactionnel, sur lequel on peut gagner de l'argent, qui est un moyen de gagner de l'argent pour des petits épargnants. Tu peux gagner de l'argent sur ton épargne, tu peux gagner de l'argent sur tes investissements. Ça peut être intéressant. Donc ça va donner, je pense, cette confiance-là. Je pense que cet effet-là va vraiment être bénéfique. Après, qui va se lancer dedans, on verra. Je pense qu'il y a même pour répondre à ta question, les banques, elles se sont pas lancées. Je pense que pour le coup, par contre, une fois que le cadre est plus clair, ça peut les intéresser. Nous, on en a déjà parlé avec certaines d'entre elles. Ça peut les intéresser. Excellent. Parce que justement, ça offre aussi une diversification de leurs produits pour eux, un positionnement différent, une diversification dans leur exposition au risque. C'est aussi des vrais avantages pour eux. Ok. Supposons que le projet de loi il prenne un peu plus de temps, ce qui va être le cas. Il y a sans doute discuté. Ça va prendre beaucoup plus de temps pour que ça puisse entrer en vigueur, non? On espère qu'il sera voté à la session d'automne.
Ah, en septembre. Ok. Voilà, septembre-octobre, je crois qu'il y en a eu. Il y a un effort de lobbying derrière déjà pour. Pour l'instant, non, mais on est en train d'organiser, et normalement ça va être confirmé dans les prochains jours, la première journée du crowdfunding au Maroc, pour le 30 mai, où l'idée c'est de faire une journée complète dédiée au crowdfunding avec deux axes, à la fois un axe programmatique avec des grandes réflexions qui seront menées sur justement lien entre crowdfunding et secteur bancaire, freins et leviers du crowdfunding dans la région MENA, parler de la question de la confiance, traiter des enjeux de zones monétaires qui sont aussi des problématiques, traiter des enjeux de services bancaires et financiers pour les plateformes, des opérateurs de paiement, des choses comme ça. Et puis il y aura des ateliers plus opérationnels justement pour que du coup, je t'expliquais tout à l'heure, donc ce groupe-là a travaillé pendant 4 ans et s'est constitué à la fin en association. On a constitué l'association qui est la Crowdfunding Morocco Federation, qui a vocation à être l'association professionnelle du secteur, l'interlocuteur du ministère et l'agent qui fera prévaloir les intérêts des plateformes du secteur. Parfait. Et une dernière question, parce que j'ai posé trop de questions ce soir. Et pour un entrepreneur qui est basé au Maroc, à supposer que le projet de loi il prenne un peu plus de temps pour que ça puisse être validé au Parlement, comment est-ce que moi en tant qu'entrepreneur je puisse toujours faire du crowdfunding en bypassant tous ces sortes d'obstacles au Maroc? C'est pas simple. Sur la partie equity ou prêt, moi je pense que c'est pas possible. Sauf à le faire de manière complètement officieuse. Ok, bien sûr. Tu vas voir tes potes, tu me dis j'ai besoin de 100 000, vous me prêtez 100 000. Ouais. Tu peux le faire via les réseaux sociaux, mais voilà, ça reste discret, c'est pas les. Je pense que ça reste discret. Sur la partie dons, aujourd'hui, il y a des plateformes à l'étranger. Il y a des plateformes aujourd'hui, il y a une plateforme marocaine de prévente. Ouais. Et puis on peut utiliser des plateformes notamment. La plateforme de prévente Woulouj. Woulouj, oui. Ouais. Enfin là, on est en reload de la plateforme et la semaine prochaine, normalement, on va avoir la version 2 qui sort. Excellent. Donc voilà, aujourd'hui, c'est… et puis après, il y a des modèles comme vous faites, des modèles en stand-alone. Ça se développe aussi. Mais ça, Ali, comme vous l'avez réussi parce que vous avez une communauté consistante. Ouais. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une communauté consistante, tu vois, et engagée. Si vous n'aviez pas eu cette communauté consistante et engagée, je pense que ça aurait été beaucoup plus complexe. C'est vraiment un facteur de réussite très important. Donc pour des jeunes entrepreneurs qui ont pas travaillé cet aspect-là, ça peut être vraiment, ça peut être plus complexe, quoi. D'où l'intérêt de passer par des plateformes, c'est des agrégateurs, si tu veux, c'est des agrégateurs de communautés. Chaque fois qu'on fait une campagne pour un porteur de projet, ce qui est intéressant, c'est qu'on agrège une communauté complémentaire. Donc du coup, on est quelque part, on travaille sur une d'agrégation des communautés de la communauté, quoi. Ouais. Donc du coup, tu bénéficies d'effets d'externalité parce que c'est ça l'intérêt de passer par une plateforme aujourd'hui. C'est d'avoir une audience beaucoup plus large que si tu le fais en stand-alone. Ouais. Et pour le concept d'art de Siwa, parce que juste pour les gens qui suivent, en fin de compte, Siwa c'est une sorte de digitalisation du concept qui est super populaire au Maroc d'art. Et est-ce que c'est live? Déjà la plateforme, est-ce qu'elle est live? Est-ce que c'est… Alors ça effectivement, et je me suis perdu, j'ai rebouclé sur le moment où j'ai quitté, c'est super important. Ouais. Effectivement, le constat par rapport aux expériences de crowdfunding, c'est qu'on s'est dit, sur les expériences de crowdfunding, on a essayé de se dire, d'apporter une innovation de produit qui était sans doute peut-être un peu née de notre esprit. Ouais. Et sur Siwa, l'enjeu pour le studio, c'était de se dire, travaillons plutôt sur les besoins et sur les pratiques et essayons d'innover sur ce sujet-là. Ouais. Pour Siwa, la problématique, elle était à la fois simple et complexe pour nous. Elle était complexe parce que on s'adresse à un marché où les gens ne veulent pas payer en ligne. Donc du coup, on crée une fintech, mais sur un truc où les gens a priori ne vont pas payer en ligne. Ils ne le font pas déjà aujourd'hui pour des choses simples et accessoirement, quand tu le fais, ça te coûte de l'argent. Ouais. Et on s'est dit, il y a quand même un sujet à creuser. Et en fait, nous, l'angle qu'on est en train de prendre aujourd'hui, c'est de se dire, c'est un outil de gestion et d'organisation de DART qui permet de sécuriser en réalité les pratiques. Puisqu'aujourd'hui, si vous faites un DART, vous avez, si demain quelqu'un prend l'argent et se casse en courant, vous avez que vos yeux pour pleurer. Exact. L'avantage d'une plateforme comme Siwa, c'est que c'est une plateforme en fait qui va à la fois travailler sur de la prévention des risques et qui va travailler de manière intelligente. On est en train de créer un algorithme en fait pour pouvoir aussi avec le temps en fait travailler sur l'élément de confiance, être capable de caractériser en fait les réseaux, l'intensité des liens qui unissent les différents participants dans un DART et de leur suggérer des ordres de structuration des DART pour justement faire en sorte que il y ait de moins de fraude possible. Par exemple, si ce soir on se mettait tous à faire un DART, vraisemblablement c'est moi que vous connaissez le moins. Donc si quelqu'un doit prendre la thune et se casser en courant, ça sera moi.
Comme Yassine Donc si on, donc si on fait, voilà. à Marrakech. Donc si on fait un dart ensemble, vous avez plutôt intérêt à dire Arnaud, tu seras le dernier payé. Ouais, voilà. Et donc on est en train de créer un algorithme qui va permettre aux membres de pouvoir structurer les darts comme ça. Et puis ensuite qui est un outil qui permet de démultiplier la capacité du dart, puisque le digital aujourd'hui te permet de pouvoir à la fois élargir la portée de ton dart, puisque tu le fais plutôt dans proximité géographique dans un premier temps. Donc là pourquoi pas inviter tes potes qui sont à l'autre bout du Maroc ou à l'étranger. Après, tu peux toujours faire du virement off application, c'est pas grave. Et puis qui te permet de la gérer au quotidien. Puisque du coup, on a un système d'échéancier qu'on a mis en place, qui permet de rappeler qui doit combien à chacun, qui permet de suivre les paiements. Ouais. Pour l'instant, on est sur un modèle déclaratif pour le suivi des paiements. En leur disant tu dois de l'argent à Ali, alors on va te dire une fois que tu l'as payé, valide juste ce que tu as payé, comme ça si tu veux l'administration du tour est bien suivie et tout le monde sait que machin. On a un système de modération pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes dans la communauté si jamais il y a des problématiques de paiement, il y a des choses comme ça. Quoique ça reste relativement compliqué. Oui, mais bon, l'idée c'est de se dire que c'est une communauté qui s'est mise ensemble sur la base de la volonté. Donc l'idée c'est de se dire c'est que le premier niveau de modération, c'est de se parler entre nous, quoi. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il y a le système de chat qui permet de faire ce premier niveau-là. Une fois que nous déjà en amont, si tu veux, avec l'algorithme d'organisation des dates, on a limité les risques de défaut par l'organisation des tours. Quand ensuite on leur dit vous avez un premier niveau de modération, c'est un système, une plateforme d'échange de tous les membres du DART sur un seul et même chat. Ouais. Et ensuite il y a le dernier niveau, l'avant-dernier niveau qui est système d'alerte. Là nous on rentre en action et on essaie de faire de la modération, de la comment on appelle ça, j'ai perdu le terme exact, mais de faire de la conciliation, quoi, de rentrer, d'expliquer aux gens, derrière. Payer, c'est con de vous fâcher avec toute une communauté. Si à la rigueur vous n'êtes pas capable de payer aujourd'hui, proposez-leur un échéancier. Proposez autre chose. Essayez de rester dans la communauté et de vous maintenir dans le truc. Et le dernier dispositif par rapport à aujourd'hui, c'est la dernière force de Siwa, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as aucune preuve de ce que les gens te doivent. Ouais. Demain, avec Siwa, tu as des preuves. Et donc pourquoi pas à terme donner de la valeur juridique à cette preuve-là et pouvoir avoir des recours pour les gens qui seraient victimes de fraude ou de vol sur des dates. Excellent. Après, une évolution de la plateforme serait peut-être un rating, un taux de confiance qu'on donne à chaque personne. Et puis par exemple, si je fais 5-6 fois DART sur la même plateforme et je suis un bon payeur. Après, l'idée c'est de se dire effectivement, il y a deux choses, il y a même trois fortes quasiment. Ouais. Il y a je te réintègre sur du credit score standard, donc je te rends. Et c'est là où on a une des forces d'un outil comme ça, c'est que c'est un vecteur d'inclusion financière et de bancarisation, puisque du coup, effectivement, tu peux être réintégré dans le système bancaire financier à l'image de ce que peuvent faire les Américains avec son credit score ou des choses comme ça. Yes. Automatiquement, tu peux avoir, si tu te dis, et ça se développe beaucoup, notamment en Afrique subsaharienne, des projets comme ça de microfinance qui réajustent les credit scores et réintègrent dans les systèmes bancaires les exclus bancaires. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est effectivement de pouvoir te bancariser. Ça, c'est aussi de pouvoir bancariser des gens en travaillant potentiellement avec des e-wallets. Et ça, c'est important. Et puis la troisième chose que j'allais dire, je l'ai oublié, et c'est pas grave. Ouais, le business model d'une plateforme pareille reste très... Parce que le concept de DART, c'est que moi je donne 100 dirhams, toi tu donnes 100 dirhams. Le premier mois, moi j'ai 200 et puis le deuxième, toi tu as 200. Il n'y a pas de marge, il n'y a pas de commission à personne. Donc comment est-ce que la plateforme pourra survivre? Alors, la plateforme, l'idée qu'on est en train de tester, qu'on veut tester à l'avenir, c'est de se dire qu'en réalité, aujourd'hui, le crédit à la conso est un vecteur d'acquisition de clients pour des retailers. Je suis Renault, je vais proposer des crédits auto pour pouvoir vendre, ou je suis Dacia, je propose un crédit auto pour acquérir un client. C'est un élément de choix. Nous, la force, ce qu'on essaie de développer comme argumentaire, c'est de leur dire en réalité aujourd'hui, non seulement ce vecteur-là, il est pauvre parce que déjà, il faut que le client soit chez vous. Et pour pouvoir utiliser cet effet-là de levier pour le convertir d'un prospect à un client. Nous, on a la capacité, et on aura, j'espère, de plus en plus la capacité de faire du profiling financier de notre communauté, et donc de faire déjà du push publicitaire en leur disant, par exemple, on monte une offre publicitaire, une offre avec Dacia, et on leur dit, si vous lancez un DART aujourd'hui, Dacia vous offre 5%.
et utiliser et organiser un DART pour payer votre Dacia. Excellent. Donc si tu veux, nous l'argumentaire qu'on utilise, c'est de leur dire aujourd'hui le crédit, nous dans votre growth, dans votre funnel growth, ça vous permet en fait, ça devient un argument pour être en acquisition et plus en activation. Ou en tout cas, tu vois ce que je veux dire, passer pour en faire des leads. Alors qu'aujourd'hui, le crédit chez vous, comment vous l'utilisez qu'en activation. Donc déjà, on remonte dans la chaîne de valeur et ensuite, la force de truc, c'est qu'on leur dit, en plus, non seulement on les capte plus tôt, on vous positionne plus tôt dans le funnel, et en plus, potentiellement, tout de suite, en plus, on passe à l'étape du referral, puisque un DART, ça se fait pas tout seul. Ouais. Et donc du coup, c'est de se dire, un client potentiel qui veut acheter le machin, il va devoir aller chercher 100 potes pour faire ce DART-là. 100 potes qui a priori ont le même pouvoir d'achat à un moment donné dans le DART. Et donc potentiellement, c'est pas un acheteur de Dacia qu'on lui rapporte, mais c'est 100. Donc on lui ramène des cohortes, on a la capacité de lui ramener des cohortes de clients hyper qualifiés dans un processus beaucoup plus en amont. C'est ça qu'on veut essayer de travailler comme approche commerciale, et donc nous derrière de commercialiser cette acquisition de clients pour eux, quoi. C'est juste que ça va prendre un peu. Il faut qu'on ait une communauté en amont. Du coup, nous l'enjeu sur les premières phases de 6 mois, qui aujourd'hui est en bêta, bon, pour répondre à ta question, est en bêta privée, mais tout le monde peut la télécharger dès maintenant et commencer à la tester. Justement, on cherche actuellement beaucoup de bêta testeurs. Il y a une date pour public launch. Public launch, on se dit, on a reparlé aujourd'hui plutôt post-Ramadan, je pense. Mi-juin, quelque chose comme ça. C'est une approche qui est relativement similaire à celle de Alipay en Chine, puisque toutes les personnes paient avec Alipay. À un certain moment, ils se sont rendus compte qu'ils ont toute la data financière par rapport à une personne, combien de cash il a, combien il consomme. Et puis à un certain moment, ils ont commencé à donner à des third parties, des organismes microcrédits, l'habilité à donner des crédits à des personnes via téléphone en quelques minutes. Et j'ai rebouclé sur l'idée que j'avais oubliée tout à l'heure. Après, l'idée, c'est de pouvoir aussi apporter de la valeur ajoutée à un moment donné, être capable de proposer à des gens des DART qu'on créerait nous-mêmes. Avec ces indices, avec ce capital confiance qu'on serait capable de qualifier sur chacun de nos membres, de dire nous on va mettre ensemble justement pour tel partenaire, on va essayer de créer nous-mêmes des communautés d'acheteurs sur la base de l'intérêt et de leur profil, et parce que nous on sait qu'historiquement ils ont un bon profil de gens qui payent, donc du coup on va agréger 50 personnes qui a priori ne se connaissent pas, mais dont nous on a la certitude ou quasi certitude qu'ils vont tous payer correctement et finaliser le tour du DAT. Excellent. C'est ça. Et après, le dernier qu'on explore, qu'on j'aimerais explorer si on y arrive sur la partie particulier, c'est de réfléchir à un truc comme ça pour les entreprises. Ah, carrément. Ouais, d'utiliser en fait, de partir du postulat qu'il y a on pourrait peut-être travailler avec des communautés d'entreprises qui sont contracycliques en termes de cash flow. Ouais. Et parce qu'elles sont contracycliques, si tu veux, de dire toi tu as du cash en juin, mais alors moi je suis au fond du trou en juin, donc du coup moi je structure les tours pour que moi je touche le cash en juin, et toi tu n'as pas de problème de toucher plus tard parce que ton cycle de trésor est décalé dans le temps. Excellent. Et donc de faire quasiment du recyclage. L'idée en fait de tout ça derrière, c'est de se dire qu'en réalité il y a sans doute un gros potentiel à imaginer des formes de recyclage de l'argent et d'utiliser de l'argent qu'on a tous disponible et qu'on peut faire tourner rapidement et sur laquelle, l'autre jour je rigolais, mais je sais pas si je dis une connerie en disant ça, mais si on est 1 milliard à faire un DART, potentiellement on est 1 milliard de milliardaires temporaires. et ça c'est un putain d'outil et de levier fort, quoi. Et c'est ça la force aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui m'excite dans ces modèles-là, c'est que on est vraiment dans de l'activisme financier, de reprendre le pouvoir aussi, de dire il faut qu'on puisse reprendre la main et avoir des outils et que c'est un droit fondamental. On reparlait tout à l'heure de la plateforme en version non-profit de Smile & Co. C'était ça l'idée, c'est de dire qu'en réalité ça devrait être accessible à tout un chacun. Dès lors que tu as une bonne idée, une tête bien faite et une belle énergie, yallah, marhaba, tu as une plateforme ici, c'est gratos, tu fais ce que tu veux et essaie d'agréger une communauté et de collecter du cash. C'est ça la force, et c'était la conviction qui nous animait depuis le début. On sait qu'on est dans des pays quand même où les ressources sont plus rares, et donc du coup c'est de se dire en plus qu'il y a cette tradition effectivement d'entraide qui est pas tout le temps vérifiable ou vérifié, puisqu'il y a aussi des problématiques de confiance avec tout ça qui brouillent vachement et qui complexifient vachement le sujet. Mais c'est notre challenge, c'est de se dire comment on arrive à un moment donné, et la loi peut être là pour ça, comment on arrive à résoudre ces problèmes de loi pour qu'un vecteur d'action et de financement puisse
puisse opérer pleinement, quoi. Et c'est pour ça qu'on explore différents modèles et que je reviens à l'introduction, que je te disais, je pense que l'avenir du crowdfunding en Méditerranée sera pas le même que le crowdfunding en Europe. Il se structurera pas de la même manière. Ouais. Je pense même que, à mon avis, il y a des modèles qui n'existent pas encore en termes de finances collaboratives et qui se verront, qui apparaîtront et qui émergeront parce que les pratiques sont pas les mêmes. Il n'y a pas de paiement en ligne, il n'y a pas de plein de choses qui sont différentes. Les processus d'engagement marchent pas. Déjà, si tu compares les États-Unis, la France ou le Maroc, aux États-Unis, tu te fais financer 50 000 $ une salade de pommes de terre. La plateforme la laisse passer et les gens, ça les excite, quoi. Les gens sont comme des dingues, quoi. Il y a des mecs, il y a 50 000 débiles qui sont capables de payer. Tu fais ça en France, la plateforme, elle ne laisse même pas passer. Ouais. C'est la plateforme qui va dire non, les gars, déconnez pas, c'est de l'argent, c'est sérieux là. et puis, si jamais ça passait, c'est les Français qui diraient bah, ça va, les mecs, il y a pas de choses à foutre que de payer des pommes de terre, des salades de pommes de terre qui servent à rien et qu'on va acheter comme. Et je pense que les Marocains sont un peu pareils là-dessus. Je pense que typiquement, on retrouverait ce côté-là, une salade de pommes de terre, ça, je crois pas que ça ferait rire les Marocains. Non. Parce qu'il y a cette idée que c'est que généralement, on fait de l'achat, on donne à des choses sérieuses, quoi. C'est pas. Ouais. Donc il y a des particularités qui donneront des morphismes du crowdfunding, sans doute. Merci infiniment Arnaud. On va passer rapidement aux questions du public. Tu veux envoyer question? J'ai une question. Si vous voulez poser des questions à Monsieur Arnaud par rapport au crowdfunding au Maroc ou ailleurs, il est tout à vous. Alors, on a une question très spéciale pour la première fois, ça arrive. On a une question de l'équipe derrière la caméra. Quelle est l'opportunité dans le crowdfunding que les Marocains ratent? On n'utilise pas beaucoup. D'après ton expérience. Attends. C'est ta question, c'est pas la mienne. Au Maroc, d'après ton expérience, est-ce qu'il y a une opportunité dans le crowdfunding qu'on n'utilise pas, que les Marocains, c'est disponible, que les gens n'utilisent pas? Et est-ce qu'il y a une opportunité que tu dis pourquoi les Marocains ne font pas ça? Et c'est quelque chose que peut-être pour toi, vu de haut, ça peut. Ouais, bah écoute, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font pas? Je pense que je pense que d'abord faut qu'ils achètent les produits marocains. Ça, je pense que c'est aujourd'hui, on l'a vu avec Kermot, mais je pense qu'Kermot est un peu trop seul sur le marché comme exemple. Je pense qu'il faut que les gens achètent marocains, et donc du coup, quand il y a des jeunes entrepreneurs qui se lancent, faut pas hésiter à les encourager, à tester. Mais tout en gardant la même exigence que quand on va consommer chez des grandes enseignes. Je pense que c'est important aussi justement dans la construction de cette mentalité autour, d'avoir cette exigence-là. Je pense qu'on doit avoir la même exigence vis-à-vis d'un entrepreneur qu'on a vis-à-vis d'une grande entreprise, en tout cas quand on est dans cette posture-là. Après, il y a d'autres éléments, mais ça pour le coup c'est aussi une question de maturité financière, c'est le placement de l'argent. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup de cash qui circule, etc. Mais il y a beaucoup d'argent dormant, moi, me semble-t-il. Et aujourd'hui, le crowdfunding pourrait être un super levier pour gagner de l'argent, tout simplement, investir sur des prêts, clairement. Et puis aujourd'hui, ça, on en manque considérablement, et ça sera un des sujets des années à venir, c'est qu'on va manquer d'investisseurs. Donc, je pense que ça peut être très intéressant aussi que les gens deviennent des investisseurs et prennent des participations. Et comme ça, si demain il y a une prochaine licorne marocaine, les gens auront peut-être la chance de faire partie du voyage, quoi. Excellent. Ali, كنت interested. C'est quoi les erreurs que font les gens dans le crowdfunding? Ouais, parce je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de lever des fonds via crowdfunding, et il y avait beaucoup d'échecs. Est-ce qu'il y a un trait commun par rapport à ces entrepreneurs? Parce que par exemple, dans le domaine du startupping, tout le monde s'y lance et puis il y a des erreurs qui se répètent, et donc elles deviennent des leçons. Sur les modèles qui existent aujourd'hui au Maroc, je pense qu'il y a des typologies de projets. Typiquement, je pense que tant qu'il n'y a pas d'autres modèles, ça ne sert à rien. Typiquement, on parlait de software ou de choses comme ça. Je pense que sur des plateformes de dons ou de prévente, très très peu d'intérêt de lancer une campagne de crowdfunding. Aujourd'hui, et les quelques qu'on a lancés nous, c'était les échecs les plus cuisants. Ouais. Aujourd'hui, ceux qu'on voit qui ne réussissent pas leur campagne de crowdfunding, il y a deux écueils principaux.
Un, c'est une mauvaise préparation. Et par préparation, j'entends construction et consolidation d'une communauté. J'entends préparation d'une feuille de route détaillée de ta campagne, puisqu'une campagne, Ali pourra en témoigner, mais c'est quasiment un job à temps plein quand tu y es, quoi. T'es en activité, t'es sur le pont, l'argent te coûte rien, mais il faut quand même que tu ailles le chercher. Enfin, ça te coûte du temps, quoi. Ça te coûte pas d'argent, mais ça te coûte du temps, donc il faut. C'est pas magique, ça serait s'il y avait une solution magique pour que l'argent tu te grattes et qu'il tombe, quoi. On y croit tous, mais ça, malheureusement non. Et donc du coup, c'est ça, la préparation est importante. Constitution de la communauté, construction de la feuille de route et de tout le plan marketing et com qui va l'accompagner. Ça, je pense que c'est le premier écueil. Donc du coup, on a des gens qui partent, qui sont un peu esselés, sachant qu'une campagne de crowdfunding, sur les 30 premiers pourcents, souvent, il faut que tu comptes sur ta propre communauté vraiment proche pour pouvoir réussir. Donc si tu n'as pas fait le travail préalable là, tu n'arrives pas à atteindre rapidement ce premier step. Et statistiquement, je crois que tu as 80% des campagnes qui ont dépassé les 30% qui réussissent. Donc tu as vraiment une espèce de bascule à faire autour des 30%, et si tu n'y arrives pas, et la communauté est là pour ça, ta communauté. Donc ça, c'est le premier écueil. Et puis ensuite, c'est un écueil qui est pendant la campagne, c'est l'exécution, quoi. C'est-à-dire que les gens, des fois, on en a qui sont bien préparés, mais qui à un moment donné se retrouvent soit dépassés par autre chose, soit finalement sont rattrapés par leur conscience et leur angoisse dans cette posture-là, soit n'exécutent pas ou mal leur plan de communication, et donc du coup arrivent pas à engager une communauté suffisamment large pour financer leur projet. Donc en fin de compte, avant de commencer, il faut déjà avoir une petite communauté derrière qui sont super proches, et puis avoir un bon plan de communication pour pouvoir bâtir un peu sur le… Et qui soient prêts, parce qu'une fois que tu es engagé dedans, t'as un peu la tête dans le guidon, quoi. Donc si t'as pas ta feuille de route, tu vas à volo et tu fais un peu n'importe quoi. Excellent. Sachant qu'en plus, il y a vraiment sur une campagne, il y a vraiment des courbes, il y a des courbes très standards, quoi, notamment d'acquisition sur les premières semaines. T'as un pic en première semaine, t'as un creux sur les deux suivantes, t'as un repic. Donc toutes tes actions sont calibrées et structurées en fonction de ce flow-là, quoi. Donc ça sert à rien typiquement de mettre le paquet au plein milieu de ta campagne, parce que c'est là où a priori tu as moins d'engagement. Exact. Ok. Et il y a une autre question. Penses-tu que la législation marocaine changera d'avis sur le crowdfunding? Changera d'avis sur le crowdfunding. D'une autre façon, est-ce que quand vous avez consulté toutes ces entités, est-ce que vous étiez confiant par rapport aux résultats? Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'ils ont tous validé? Les autorités de régulation, oui, a priori oui, parce qu'elles ont toutes passé sur le texte de loi. Aujourd'hui, ce qui doit être validé, c'est les parlementaires. Après, c'est un jeu politique, c'est poussé par un ministère, le ministère de l'économie et des finances, et au Parlement, je pense qu'il y aura des discussions, parce que c'est un nouveau modèle, mais en même temps, il répond tellement à des problématiques de jeunesse, à des problématiques d'entrepreneuriat, de création d'emplois, que je pense que c'est compliqué de lui justifier de ne pas vouloir autoriser ce moyen-là, quoi. Ok. Donc, il y a une autre question par Reda Slack. Au Maroc, on manque d'investisseurs et comme tu l'as dit, les gens ne payent pas en ligne. Est-ce que tu penses que le crowdfunding va changer ça? Est-ce que le crowdfunding, ça va nécessairement aller via une plateforme en ligne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de contrôle de l'argent, c'est effectivement 1000 fois plus simple de tout concentrer tes transactions sur une place par carte bleue ou par virement sur une même plateforme. Et ça pose des enjeux réglementaires assez forts. Encore une fois, il y a des réglementations qui sont assez strictes là-dessus. Le Maroc, nous, typiquement sur la plateforme Woulouj, je pense qu'on a un peu innové. Il n'y a pas beaucoup qui ont mis ça en place. Sur la plateforme Woulouj, on a mis en place un partenariat avec des relais cash. Et donc du coup, on peut payer sur Woulouj en cash à travers plus de 2000 points de cash dans le Maroc. Tassilat ou Tassilat, ouais. Via Tassilat. Et donc du coup, sur le site web, tu commandes ton produit, tu dis payer par cash, tu as un coupon, tu vas chez Tassilat, tu payes et tu donnes ton numéro de coupon. Nous, on a l'accusé de réception que la transaction est bien passée et on valide l'opération. Sauf que, et c'est là encore, et c'est de la complexité que ça apporte, c'est que souvent sur les plateformes de crowdfunding, il y a un modèle qui est le modèle du all or nothing. C'est-à-dire que tu te dis je veux 10 000, il faut que tu atteignes les 10 000 pour avoir les 10 000 ou plus. Ouais, le soft cap. Voilà. Le problème, c'est que tant que tu fonctionnes avec des cartes bleues, ça va. Parce que tu fonctionnes avec des empreintes de carte bleue. Je prends une empreinte, je repasse 30 jours après à la fin de la campagne, si c'est validé, je prélève l'argent et basta. Le problème, c'est que, et donc du coup, si tu veux, j'ai un coût de transaction. Si je le fais en cash, le problème c'est que j'ai un coût de transaction qui est dépôt du cash,
Puis renvoyer le cash Et renvoyer le cash, sachant que la personne, il faut qu'elle repasse chez le Tassilat. Donc si tu veux, ça a un coût. Donc oui, ça facilite les transactions et ça permet à ceux qui veulent payer par espèce de pouvoir payer par espèce. Néanmoins, c'est une transaction et c'est là l'intérêt des moyens dématérialisés comme la carte de paiement, c'est que c'est un moyen qui coûte plus cher. Ouais, j'imagine. Mais qui est quand même possible. Ok, excellent. Et donc du coup, changer la mentalité, je pense que oui, j'espère en tout cas sur la partie don, peut-être pas, parce que peut-être que ça restera très ancré là-dessus, mais sur les parties d'épargne et de crédit et d'investissement, je pense que les Marocains vont très bien comprendre qu'on n'est pas dans le monde des bisounours dans ces activités-là, qu'on prête de l'argent à des entreprises, qu'on attend en retour un taux d'intérêt. Tu auras sans doute sur le volet crédit des versions halal qui vont se développer et qui proposeront non pas du crédit standard à taux d'intérêt, mais du crédit, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais du crédit avec l'avènement des banques participative, ce qu'on appelle participative au Maroc. Et il y a une autre question que j'ai pas bien compris. Fatima Zamba, c'est quoi le Reg A+? Le Reg A+. REGA espace plus. Est-ce que ça facilite vraiment le crowdfunding? RG1. Ah, c'est pas le. Non, c'est pas le. Je sais pas ce que c'est quoi. Elle parle de quoi? De la réglementation sur les. Reg A+. Déjà? Non? Reg A+. Reg A+. Ah non. Ouais, Reg A+, je sais pas. Ok. Le réglisse. Ok, Fatima Zamba. Désolé. Je me sens vraiment désolé, mais nous n'arrivons pas à comprendre le Reg A+. Nadir Sinassor voudrait avoir ton avis sur Cotizi. Que pensez-vous de l'initiative Cotizi? Je pense qu'elle est très bien. Et ce qui est intéressant sur Cotizi, c'est ce qui est aussi intéressant que Small & Co, c'est que on était obligé d'occuper des zones grises. On était obligé d'occuper des zones grises. Ce que fait Cotizi, moi, mon avis, j'ai pas d'avis sur la question, si ce n'est qu'ils font du très bon boulot. Après, c'est plutôt une question de goût et de couleur. C'est-à-dire que Cotizi, ma perception du crowdfunding, c'est que les besoins auxquels ils répondent, ils étaient déjà couverts par d'autres moyens de se financer. Et que les plus grands besoins sont sans doute pas, même s'il y a plein de gens dans le besoin, mais je pense que sont sans doute pas à répondre. Le crowdfunding n'est peut-être pas le vecteur prioritaire à utiliser pour ça. Je pense que le crowdfunding, en l'occurrence, peut apporter beaucoup plus d'éléments de réponse à de l'économie productive, et notamment aux entrepreneurs. Et je pense que c'est ça, c'est là où moi je suis pas, mais parce qu'on a c'est pour ça qu'on n'a pas créé les mêmes plateformes avec les mêmes positionnements. Mais en l'occurrence, ils ont eu raison d'avoir le positionnement qu'ils ont, parce qu'ils ont eu un super track record quand même. Arnaud, merci infiniment. Merci à vous, c'était ravi. C'était vraiment très instructif. Je pense que maintenant c'est beaucoup plus clair quand on parle de crowdfunding, spécialement crowdfunding au Maroc. Il a fait qu'en français en plus. Exactement, c'est pas possible. Ça me touche. Donc voilà, merci infiniment à toutes les personnes qui ont suivi cet épisode. Attendez le lancement qui va être fait la prochaine semaine, c'est? Donc déjà, vous pouvez aller télécharger sur la bêta de Google Siwa et Woulouge, qui devrait normalement, j'espère, fin de semaine prochaine ou semaine d'après, être live avec déjà 4 ou 5 beaux projets en ligne et des projets donc sur lesquels vous pourrez aller acheter les produits. Excellent, parfait. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui ont suivi cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine, le vendredi, avec un peu de chance, on aura Yassine. Je ne sais pas combien d'argent il a pris de la caisse, donc je ne sais pas si c'est 3 jours ou une semaine. J'espère avoir Yassine à mes côtés la prochaine séance. Et puis voilà, merci beaucoup, on se revoit la prochaine épisode. Cheers. Ciao.